Vous me dites quand vous voulez. Ou alors il faudra que vous me résumiez rapidement. Non, on ne me pose pas de questions, c'est vous qui posez une question aux trois. Non, en fait, je sais, le français, vous avez jamais posé des questions en français direct. Ok, d'accord. À moins que M. Barreau veuille interagir avec vous directement, à ce moment-là, je pourrais. Ok, très bien. Ok, voilà. Pas grave. Scusate se faccio. Bonsoir à tous. A tutti e benvenuti all'ambasciata di Francia. Bonsoir à tous, bienvenue à l'ambassade de France pour le deuxième dialogue du Farnèse du cycle Aucun homme n'est une île. Par ce dialogue, nous voulons nous projeter au-delà de la crise et faire face au monde durable de demain. Et nous le faisons en mettant au centre la création, la culture, autant de lieux privilégiés pour la réflexion commune et pour l'action partagée face aux défis que nous réserve notre proche avenir pour ce qui est de la santé de notre planète et de notre communauté humaine. La crise écologique et la pandémie sont deux aspects, deux manifestations qui, sans exagérer, nous pouvons qualifier d'historiques dans le dialogue entre fragmentation et interdépendance sur lequel nous nous interrogeons ce soir. L'expérience du confinement nous permet de toucher du doigt le paradoxe d'une société qui est à la fois fragmentée, parcourue par une forte tendance à l'isolement et à l'individualisme, et en même temps étroitement liée à des forces qui mettent à néant les forces du temps et de l'espace. Une société où la crainte d'un chaos imminent, rendue encore plus critique par la pandémie, est en train d'affaiblir des sociétés qui sont déjà fragiles, qui ont toujours la tentation de donner des réponses simplistes aux défis complexes de notre époque.
fragmentation et interdépendance exigent une réponse appropriée. Et pour élaborer cette réponse, il nous faut tout d'abord la lumière de ceux qui réfléchissent sur notre époque et donnent un sens à notre époque, et ce pour avoir une vision d'avenir. Et voilà pourquoi nos invités de ce soir peuvent nous offrir un apport extrêmement valable sous des points de vue différents. Bruno Latour, philosophe, anthropologue, sociologue des sciences, a abordé à maintes reprises ces thèmes. Il les a développés récemment dans son texte récent, Le défi face à Gaïa. Aurélien Barraud, astrophysicien de l'Université de Grenoble, dans son Aura, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, indique la lutte contre le réchauffement climatique, comme étant le but prioritaire de notre présent. Carlo Rovelli, physicien à l'Université d'Aix-Marseille, grâce à ses théories et à ses œuvres de vulgarisation telles Ergoland, a ouvert de nouveaux horizons à notre compréhension de la réalité. Je remercie d'ores et déjà nos invités pour leur présence ce soir, leur présence, qu'elle soit physique ou virtuelle. Je remercie également nos modérateurs, Madame Rossella Panarese, journaliste de RAI 3, Radio 3 Sciences, qui est à distance, et Monsieur Riccardo Antoniucci, journaliste et traducteur, collaborateur de Associated Press et Agence France Presse, ainsi que du Fatto Quotidiano. Il est avec nous dans le salon d'Hercule. L'évolution de la situation sanitaire a rendu nécessaire de renoncer ce soir à la présence précieuse du public en salle. D'après les indications du décret du président du Conseil du 10 octobre. Cependant, le désir fort d'explorer le potentiel qu'offrent les technologies qui nous ont permis de réaliser un nouveau format des dialogues du Farnèse. Nous avons pu ainsi réunir Bruno Latour, notre invité ici à Rome, Carlo Rovelli, qui est en liaison avec nous à partir du Canada, et M. Aurélien Barraud en France, qui n'aurait pas pu nous rejoindre. C'est une distance qui rapproche, et en même temps, nous nous sentons proches du public qui suit cette rencontre à partir de lieux très différents de nos deux pays qui sont réunis dans une réflexion commune. Si le dialogue de ce soir n'est pas physiquement accessible au public romain, il l'est virtuellement pour un public beaucoup plus vaste et diversifié que nous ne l'aurions pu accueillir ici ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Farnèse, une très belle soirée. Merci beaucoup. Buonasera a tutti. Io sono Riccardo Antoniucci. Buonasera a tutti e tutte, a tutti e tutte connesse in streaming. Come sapete, questa nuova tappa degli incontri, il ciclo di incontri Nessuno ama un'isola, è trasmessa in diretta streaming. Ringrazio il ministro consigliere dell'ambasciata di Francia, Christophe Lemoine, per l'ospitalità. Ringrazio l'ambasciata di Francia, l'ambasciatore Christophe Massé, per accoglierci in questo splendido salone d'Ercole di Palazzo Farnese qui a Roma. È mio compito, insieme alla collega Rossella Panarese, che come avete sentito è collegata con noi in streaming, guidarvi in questa serata in cui è nostro compito discutere con gli ospiti che ora introdurremo di frammentazioni e interdipendenze. De fragmentation et interdépendance. Ce soir, nous allons essayer de creuser les différents thèmes de la durabilité environnementale, de la durabilité
de la société. Et ce faisant, nous allons faire également un constat lié à la modalité dont cette rencontre se déroule. Un événement tel que la pandémie qui ne cesse de sévir et qui a fait son irruption cette année dans nos vies, nous amène à discuter d'une manière différente par rapport au passé, de discuter du monde durable, comment réorganiser notre vie pour la rendre beaucoup plus respectueuse de la planète et de l'environnement. Il faut parler tout d'abord de reconstruction, d'où l'intérêt de parler de fragmentation et d'interdépendance, c'est-à-dire de relations, des relations qui sont tout d'abord le caractère du monde et la science nous le montre. La science nous montre que notre monde est fragmenté et que les phénomènes naturels sont tous liés les uns aux autres, et étroitement liés, peut-être également par des relations de cause à effet parfois. Et les fragmentations et les relations d'interdépendance caractérisent notre société. Nous le savons fort bien. Notre société voit des ruptures. L'histoire procède par rupture et reconstitution. Peut-être sommes-nous dans une phase de grande rupture. Et cela caractérise également les relations entre les individus. Donc, à partir de cette idée, nous avons voulu organiser avec Rosella cette rencontre en la divisant en 4 volets. Tout d'abord, l'état du monde, premier point. Lorsque cette rencontre a été conçue pendant les premières discussions, et nous pouvons le constater à partir des livres des auteurs qui sont ici présents ce soir, faire un peu le point de la situation dans le monde, prendre le pouls de la situation dans le monde, cela signifiait prendre le pouls de l'état de la planète en termes d'écologie, d'environnement, de nature, et j'en passe. Aujourd'hui, peut-être nous devons nous interroger sur un autre élément de santé, mais qui est à la fois social, politique, c'est-à-dire les conséquences de la COVID-19, de la pandémie. Après cette première partie, nous nous efforcerons de franchir d'autres étapes de notre discussion, et nous allons nous interroger pour savoir comment agir dans ce monde que nous allons analyser. Nous allons nous interroger dans une troisième phase sur les sciences, le rôle, la valeur et peut-être le pouvoir que les sciences acquièrent sans cesse, non seulement en termes d'analyse de l'état écologique de la planète, mais également en termes, quand on parle de sciences médicales, en termes de préservation de la vie humaine dans cette lutte contre le virus. Et pour conclure, pour essayer d'arriver jusqu'à nos jours, nous voudrions conclure en nous interrogeant sur notre identité, sur notre présence dans le monde, sur la manière dont nous pouvons être dans ce monde face à tout ce qui est en train de se passer. Et comment nous-mêmes, nous pouvons incarner le changement possible que nous appelons de nos voeux. Si tout cela est possible, eh bien, vous nous le direz. Tout d'abord, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter brièvement. Nos invités ont été déjà présentés. Nous allons discuter ce soir en particulier avec cet invité qui est assis à côté de moi, Monsieur Bruno Latour, philosophe, sociologue. Nous le connaissons pour une réflexion, entre autres, pour une réflexion très intéressante qui s'appelle Gaïa. Donc, une réflexion sur la nature, sur l'obsolescence de la notion de nature et comment cette notion, ce concept devrait être repensé, remis à plat après. C'est de là que nous allons partir. Puis, Monsieur Aurélien Barraud, qui est très, très connu pour
ses analyses écologiques, mais également pour son engagement. Aurélien Barraud, premier signataire d'un appel paru il y a un an dans le quotidien Le Monde sur le changement climatique. Un appel qui a eu un fort écho et qui s'est traduit par un livre récemment publié en langue italienne. Monsieur Carlo Rovelli, scientifique, vous le connaissez, c'est un grand vulgarisateur scientifique, des leçons jusqu'à Helgoland. Il nous a expliqué non seulement les sciences, les découvertes scientifiques qui ont marqué le XXe siècle dans leur importance, mais également les scientifiques qui en ont été les acteurs principaux. Il nous en a parlé dans ses livres comme étant des personnages. Il a fait une sorte de récit de leur action scientifique. Nous aurions dû accueillir également Madame Donatella Di Cesare qui, ceux qui ont lu le programme le savent, elle n'a pas pu participer. Elle a dû se décommander à la dernière minute. Nous regrettons son absence, mais nous allons récupérer sa réflexion à un autre moment. Alors, je laisse sans tarder la parole à Madame Panarese, si elle nous entend, pour commencer notre débat. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être là. Il n'y a pas de public. Nous devons faire preuve de prudence et de responsabilité. Je remercie l'ambassade de France et Monsieur l'ambassadeur qui nous permettent de partager nos réflexions. Nous avons besoin de partager sans cesse nos idées. Nous avons besoin de nous retrouver. Et je voudrais commencer par Monsieur Bruno Latour. Et je voudrais commencer à partir d'un constat. Un constat que nous ne pouvons pas ne pas voir dans le cadre de cette pandémie, comme c'est le cas dans toutes les catastrophes naturelles, déforestation, désertification. Il existe un lien entre nos choix et ce qui se passe concrètement. Dans son livre, Le défi de Gaïa, Monsieur Bruno Latour fait à nouveau ce constat pour dire nous avons du mal à interpréter, nous avons du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Et vous dites nos armes sont inefficaces. Nous avions des catégories qui ne sont plus de mise aujourd'hui, à partir justement des catégories qui relient la nature et l'homme. Et Bruno Latour, face à cette mutation dans notre relation au monde, reprend l'idée de Gaïa. Qui est Gaïa au juste? Comment peut-elle nous remettre en mouvement? Je dis qui c'est Gaïa et pas qu'est-ce que Gaïa, si j'ose dire. Nous sommes ici dans le salon d'Hercule avec les empereurs romains qui sont au-dessus de nous. Et en face de moi, j'ai Hercule, qui est un Hercule non pas menaçant, mais un Hercule en train de poser, méditatif, je dirais presque. Je trouve que c'est une assez belle figure pour introduire notre situation, parce que dans la période de l'Anthropocène, cette période qui succède en quelque sorte à la puissance herculéenne, à l'hubris herculéenne de la civilisation industrielle, à cause du Covid, brusquement, Hercule pose sa massue et se met apparemment, d'après ce que je comprends de cette copie, puisque c'est une copie, se met à réfléchir. Et il n'est pas mauvais de réfléchir, madame, autour de la notion de Gaïa, qui est toujours assez mal comprise, parce que, effectivement, contrairement à mes deux collègues physiciens, Gaïa, c'est très local. Hein. Gaïa, c'est les toutes petites surfaces de la Terre qui a été modifiée par les vivants depuis 4 milliards d'années, quasiment invisible du point de vue des ondes énergétiques, à peine plus que quelques kilomètres en haut et en bas, et qui, néanmoins, est la seule sphère, le seul environnement dont nous avons connaissance. Quand je dis « nous », ce n'est pas simplement les humains, c'est la totalité des vivants, y compris les bactéries, y compris
les virus. Toute l'histoire des vivants s'est déroulée dans cette minuscule petite scène. Et effectivement, vous avez raison de contraster avec la notion de nature, parce que la nature, ça inclut l'astrophysique, le centre de la Terre, le cosmos dans sa généralité, alors que ce dont nous avons l'expérience, c'est uniquement de cette petite pellicule qu'on appelle Gaïa. Et la deuxième caractéristique de Gaïa, c'est que ce n'est pas simplement les vivants, ce n'est pas simplement les organismes, c'est aussi l'ensemble des conditions d'existence qu'ils ont modifiées, c'est-à-dire l'air que nous respirons, l'ozone qui nous protège des rayons du soleil, le maintien de l'eau sur Terre, la température, évidemment. Donc, Gaïa, c'est à la fois les organismes et la transformation qu'ils ont faite de la Terre initiale, des conditions initiales, disons, de la Terre. Donc, c'est un concept qui est très intéressant parce que c'est un concept local. Quand on parle de nature, d'avoir le soin de la nature, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. C'est un côté désespérant. Est-ce que je dois prendre soin de la Lune? Est-ce que je dois prendre soin des étoiles? Je suis perdu. Mais si on me dit qu'il faut prendre soin de Gaïa ou de la zone critique, ça rend un tout petit peu plus faisable. Et la troisième et dernière raison, c'est que du coup, la taille de l'activité des humains dans cette petite couche minuscule qu'on appelle Gaïa devient beaucoup plus significative. Et c'est ça le concept de l'Anthropocène. Comparé à l'immensité du cosmos, à la taille de la Terre, les humains ne comptent pas, ils sont minuscules. Alors que comparé à Gaïa, ils ont maintenant les chiffres de nos amis du comité de l'Anthropocène, qui est un des chapitres du livre dont vous parlez, madame, l'ont montré, et encore la semaine dernière, on publie un nouvel article qui fait la somme de ces données. Les humains industriels, donc pas tous les humains naturellement, les humains de la société, de la civilisation industrielle, ceux dont nous profitons, en termes d'érosion, en termes d'extraction des ressources, sont supérieurs de un ordre de grandeur aux activités de Gaïa. Donc la particularité de ce concept de Gaïa, c'est que c'est local, mais du coup la taille herculéenne, pour utiliser le thème d'ici, la taille herculéenne des humains est visible. Donc voilà ce que j'ai à dire pour situer ce concept toujours mal compris de Gaïa. Nous y reviendrons parce que nous verrons comment nous pouvons sortir de cette sorte de paralysie que nous sommes en train de vivre. Mais j'ai une question très brève avant de m'adresser aux autres invités. Dans le cadre de cette mutation du monde, à partir des urgences écologiques, cette distinction entre la nature et la culture occupe une place centrale, car cela souligne l'éloignement, la distance. À un moment donné, dans votre livre, vous écrivez « Nous devons faire comme nous avons fait pour chaque femme et pour chaque homme. Pour la nature et la culture, nous devons faire quoi? Comment est-ce que ces deux notions peuvent devenir une seule notion, un seul concept? » Écrit la Sfida di Gaia il y a 5 ans ou 6 ans, il fallait encore faire l'argument que nature et culture n'étaient pas un bon concept, une bonne distinction. Heureusement maintenant, avec le Covid, tout le monde comprend, il n'y a plus la peine de faire un argument philosophique, que la connexion avec un virus, avec nos postillons, construit nos relations, qu'on appelle d'ailleurs de façon assez étrange nos relations sociales, avec la distance sociale. Donc ce concept, cette opposition nature-culture, qui a beaucoup été utilisée et qui imite l'opposition homme-femme, au sens de gender, au sens de genre, était effectivement une construction, une imagination récente, qui date en gros du XVIIe siècle, qui a été ensuite retravaillée au XIXe siècle, amplifiée au XXe, mais je considère aujourd'hui que ça n'est plus vraiment la peine de lutter contre cette opposition, puisque tout le monde comprend que nos relations sociales les plus culturelles sont entièrement impactées, constamment hachées
simplifiées, compliquées par des relations qu'on aurait appelées autrefois biologiques. Donc autrefois, on avait la biologie comme fond, disons, et puis au-dessus, il y avait la culture. Plus personne maintenant ne croit à ces choses, puisque, comme nous le voyons ici, la salle où il devait y avoir un public n'est pas là, vous êtes à distance, donc tout le monde comprend que les relations sociales sont tissées de A à Z par des relations qu'on aurait appelées autrefois naturelles. Mais encore une fois, nature est un concept trop vaste pour décrire le lieu où nous sommes, c'est-à-dire à l'intérieur de Gaïa, qui est encore une fois un concept local. En ce sens, le Covid est utile. Et le Covid nous fait penser. Carlo Rovelli. Monsieur Rovelli, je vais me tourner vers vous. Eh bien, tous les livres dont nous allons parler aujourd'hui, à partir du livre de Bruno Latour, les livres des autres participants, ont un mot commun, entre autres, un mot qui revient, décliné dans des manières différentes. Incertitude. Eh bien, Bruno Latour raconte dans son livre que l'incertitude est devenue une arme très puissante pour les détracteurs habiles du changement climatique qui parlent d'incertitude par opposition à la certitude. Monsieur Rovelli, vous avez publié un livre qui évoque le mathématicien De Finetti. Vous reprenez la réponse donnée par De Finetti à une question cruciale. Qu'est-ce que nous savons avec certitude? Eh bien, sa réponse a été rien. Et alors, comment, Carlo Rovelli, peut-on conjuguer ce néant, ce rien, avec la valeur de la science, de la connaissance scientifique, avec la rigueur, la crédibilité face à la catastrophe, à l'urgence environnementale, nous voulons avoir pour pouvoir l'affronter? Merci de cette très belle question. D'abord, je voudrais remercier et saluer Rossella, Riccardo. Je suis très heureux d'être là, mais je serais encore plus content et heureux si je pouvais être là avec vous dans le plus beau palais italien que l'Italie, dans un geste d'amitié, a donné à la France. Eh bien, ma présence à distance est à la fois un motif de joie pour moi. Bon, votre question, Rossella, est très belle. Elle concerne l'incertitude. Mais avant de répondre, je voudrais reprendre ce que M. Bruno Latour a dit, parce que ce qu'il vient de dire est extrêmement intéressant à mes yeux, la relation entre la nature et la culture. Eh bien, je suis née dans un monde culturel où cette relation s'était déjà dissoute. Elle n'existait plus grâce aux œuvres de Bruno Latour, entre autres. Je suis un scientifique comme Aurélien. J'ai étudié donc les sciences dures. Pour moi, le monde, c'est un mot intéressant en italien et en français. Par monde, on entend le globe et l'univers en même temps. Cette distinction est bien celle que Bruno a fait quand on parle de la nature en difficulté. Cette difficulté ne concerne pas l'univers. On ne parle que de Gaïa, donc un monde dans un sens plus petit. La notion de culture et la notion de biosphère de Gaïa, eh bien, ce sont des notions qui relèvent du culturel, qui évoluent, qui changent. Je l'ai appris grâce à Bruno Latour, n'est-ce pas? Mais en même temps, nous savons que ces notions scientifiques font partie de notre culture. Notre culture fait partie de ce monde et je vis en tant que scientifique comme un ingrédient, comme une pièce de quelque chose qui est bien plus grand.
c'est-à-dire le monde au sens large, l'univers dans son ensemble, la nature au sens large. Et la nature en est une partie. La planète Terre en est une partie aussi. Il y a donc, comme a dit Bruno Latour, cette pellicule qui entoure la planète, un film très fin. C'est notre jardin, en fin de compte, le jardin où nous vivons, où nous développons nos affaires. Évidemment, c'est notre jardin, donc nous pouvons le ravager. Et les conséquences, eh bien, c'est nous qui devons les affronter et payer les pots cassés. Ce qui s'est passé dans le cadre de cette pandémie, eh bien, il y a deux choses que je vois là. La pandémie nous a mis devant quelque chose que nous savions déjà, c'est-à-dire les choses changent, la situation change. La situation change, notre relation à la biosphère change, pour le bien, pour le mal. Et notre façon de voir change sans cesse. Notre image du monde évolue sans cesse. Quand j'étais jeune, quand je faisais des excursions à la montagne, je n'hésitais pas à jeter un papier par terre. Personne ne faisait attention à ça. Aujourd'hui, je n'oserais plus le faire parce que la situation a changé. Et récemment, nous nous sommes rendus compte que nous sommes extrêmement fragiles. Voilà le message affreux et horrible que nous a lancé le virus, la pandémie. Mais malgré la gravité de la situation, la pandémie nous aidera à affronter un problème très sérieux. Comme le dit Aurélien, comme nous le dit la science, la politique aussi se rend de plus en plus compte de ceci, c'est-à-dire la crise écologique grave que nous connaissons exige une action. Étant donné que nous sommes conscients de cette fragilité, de ce changement, de ce réseau de relations, où il n'y a pas un point fixe, un ancrage fixe, où nous n'avons pas de certitude auquel faire référence. Nous ne savons pas exactement ce que nous devons faire. Mais en même temps, et j'en viens à la réponse à votre question, Rossel, c'est la situation de l'homme, n'est-ce pas? L'homme ne vit jamais de certitude. L'homme vit de convictions plus ou moins fiables, mais partielles. Elles orientent notre vie. Et sur la base de ces convictions fiables, nous devons prendre une décision. Si on attend des certitudes, on risque de ne jamais rien faire. Il y a un incendie là-bas. C'est peut-être ta maison qui brûle. Il faut appeler les sapeurs-pompiers. Moi, je dis, est-ce que tu es sûr vraiment à 100% que cette maison qui brûle est la mienne? Si je donne cette réponse, je serais vraiment un idiot. On ne peut pas attendre, jamais, on ne peut jamais attendre la certitude dans notre vie. Et très peu de gens sont conscients de ceci. La science est toujours une façon de penser le monde et qui accepte cette évolution, ce changement continu, qui vit de ce changement continu. Mais cela ne signifie pas que nous ne savons rien. Ça veut dire que nous savons beaucoup de choses et en acceptant l'incertitude, nous pouvons de mieux en mieux apprendre et nous adapter pour trouver les meilleures stratégies. Donc, nous vivons dans l'incertitude, certes, mais nous ne devons pas paniquer, n'est-ce pas? Parce que l'incertitude est une condition tout à fait normale dans notre vie. Sur la base de ce que nous savons, nous devons prendre des décisions. Voilà. Eh bien, pour moi, c'est l'attitude qui permet de conjuguer l'urgence, le danger, l'incertitude, la fragilité même, mais également, on n'est plus au 19e siècle. Évoqué par M. Latour, on pensait être Hercule, on savait tout, on avait les outils définitifs, on avait toutes les clés pour comprendre le monde. Non, il n'en est rien, mais cela ne signifie pas que nous sommes dépourvus de défense. Il y aura peut-être un vaccin contre ce virus, n'est-ce pas? Il y a des systèmes pour nous défendre de la catastrophe écologique qui est en train d'arriver. Carlo Rovelli, vous avez déjà fixé des mots qui vont revenir dans notre réflexion. La fragilité, le changement, le réseau de relations, notre relation à l'autre qui s'approche et s'éloigne en même temps. Un étranger n'est pas un extraterrestre, certes, mais c'est peut-être aussi notre voisin qui peut être infectieux.
Donc, l'incertitude est à la base de la science. Elle nous ouvre à ce qui va changer la situation, ce qui va changer notre connaissance. Une autre question pour Rovelli. Une autre question. Vous avez depuis peu découvert le thème de l'environnement. C'est aussi un thème de génération, c'est-à-dire votre génération, ma génération, eh bien, on a vécu un mythe qui nous a aveuglés peut-être, la révolution des valeurs morales très élevées. Aujourd'hui, les jeunes découvrent l'engagement pour l'écologie après l'expérience dramatique du passé. Les jeunes redécouvrent l'écologie, l'environnement. Quand vous regardez les jeunes de Fighting for Future, pensez-vous que l'on a fait un pas en avant par rapport au passé? Est-ce que les jeunes peuvent nous aider au point de vue conceptuel donc du monde? Ben oui, je suis très optimiste quand je vois les jeunes qui prennent leur avenir en main, qui veulent le changer. On a dit que la révolution est comme une taupe qui disparaît, réapparaît, etc. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce qui a animé l'envie de changement dans ma génération, c'est-à-dire savoir qu'il y a un changement et que le monde où nous vivons n'est pas le seul monde possible et il se peut qu'il y ait des mondes possibles. Et les jeunes savent ça et c'est un espoir pour nous tous, ça. Monsieur Barrault, vous êtes un astrophysicien, on l'a déjà présenté. Un éditeur Ander a publié votre livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Vous avez fait un choix précis, donc un choix de responsabilité. Vous demandez que ce choix soit partagé par les citoyens du monde. Donc une guerre que vous définissez contre la fin du monde. Le thème, c'est la vie sur notre planète. À un moment donné, vous nous rappelez l'importance. Nous sommes des animaux symboliques, n'est-ce pas? Nous racontons les mondes. Vous rappelez l'importance aujourd'hui du choix. Donc, choisir cette symbologie, renverser la valeur symbolique que nous attribuons au monde. Mais quel est le défi philosophique? Quel est le défi philosophique que vous posez? Merci de votre très pertinente remarque. En effet, je crois que vous avez raison de mentionner que l'enjeu, c'est la lutte contre la fin du monde, et non pas, comme cela a été dit tout à l'heure dans l'introduction, la lutte contre le réchauffement climatique. Ce n'est presque qu'un épiphénomène, le réchauffement climatique. C'est grave, ça va devenir de plus en plus grave, mais quand bien même il n'y aurait pas un seul degré de réchauffement climatique, nous serions quand même dans la 6e extinction massive, qu'il faudrait d'ailleurs appeler plus exactement la première extermination délibérée. C'est notre rapport à l'espace, c'est notre colonialisme endémique qui est le véritable problème, et le réchauffement climatique n'est qu'un des symptômes. Un peu comme le capitalisme d'ailleurs, qui est un problème, naturellement, certainement, mais qui est un des symptômes et non pas certainement une méta-cause ou une sorte d'origine principielle, absolue, à tous les maux que nous traversons aujourd'hui. Donc je vous remercie de cette rectification. Et c'est vrai que la question de l'articulation nature-culture que Bruno Latour a soulevée en montrant qu'elle était heureusement en grande partie aujourd'hui déconstruite, est très révélatrice de ce point de vue. Parce que je crois que ce qui se joue là en filigrane, c'est notre désir irrassasiable d'exceptionnalité. Je voyais il y a quelques jours dans les livres de philosophie de mon fils, qui est en terminale, que la conscience était définie comme le propre de l'homme, et c'était écrit en gras, et c'était souligné. Nous avons tellement pathologiquement besoin de nous savoir exceptionnels. Évidemment, c'est faux. On sait aujourd'hui de façon tout à fait certaine que beaucoup d'animaux ont une conscience d'eux-mêmes, conscience du monde, conscience d'eux-mêmes dans le monde. Ce sont des choses qui ne font même plus débat chez les spécialistes, mais qui n'ont pas pénétré encore cette sorte d'inconscient collectif qui se rêve tellement unique au niveau de l'humanité et à toutes les échelles. On le voit aussi aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Occident, qui, même face à son propre suicide, ne parvient pas encore à imaginer qu'il puisse ne pas être tout à fait exemplaire. Et je suis ravi que Carlo et Bruno aient rappelé
que ce n'est pas la faillite de l'humanité. C'est une faillite finalement d'une petite partie de l'humanité qui se trouve être écrasante de puissance compte tenu des rapports de force en jeu, mais qui ne représente pas du tout la totalité des cultures, des êtres au monde possibles, des rapports au réel et des schèmes axiologiques d'une façon générale. Donc, votre question est fondamentale. Moi, je crois, s'il fallait le dire en un mot, que le défi philosophique majeur, mais c'est un peu un lieu commun finalement, c'est d'intégrer la contingence de nos constructions. Nous avons fini par nous persuader, et ce n'est pas nouveau naturellement, que l'élaboration qui est la nôtre, économique, politique, sociologique, et même parfois scientifique d'ailleurs, était l'image du monde en tant que tel. Nous avons en quelque sorte conféré une dimension ontologique à ce qui relevait d'une construction sociale ou symbolique. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que bien évidemment, dès lors qu'on croit être aux prises avec un indéconstructible, plus rien n'est possible. Donc je crois que l'enjeu philosophique, pour le dire très simplement, très naïvement aujourd'hui, c'est de se réapproprier la contingence, c'est-à-dire le fait que ce que nous avons construit pourrait ne pas être, ce que Carlo d'ailleurs vient de dire. Nous pourrions vivre dans un autre monde. Mais ce qui est fascinant au sens inquiétant et bouleversant finalement, c'est de constater que pour beaucoup de nos dirigeants, questionner des règles que nous avons nous-mêmes érigées et qui sont donc extraordinairement faciles à revoir, nous paraît souvent plus difficile que de faire face aux conséquences littéralement catastrophiques qu'elles sont en train d'engendrer. Vous voyez, je discutais hier avec des étudiants en architecture qui me disaient, après un exposé d'1 heure et demie de ma part, où j'exposais essentiellement les solutions possibles, donc plus rien n'est possible, donc on est foutu. Et je leur disais, mais c'est incroyable, je viens de vous montrer à quel point finalement notre système de valeurs est aberrant et à quel point il serait aisé de vivre mieux en détruisant moins, et leur conclusion était, donc, nous allons tous mourir. Parce que tout changement par rapport à l'inertie symbolique et axiologique dont nous sommes issus nous semble aujourd'hui inaccessible. Et ça, je crois que ça relève d'une sorte de cécité des enjeux, face aux enjeux. Grazie Aurélien Barraud. Credo. Merci. Je pense que nous pouvons passer maintenant à notre thème. Que faire? Comment faire? Comment agir? Oui, en fait, je voulais réagir aux propos d'Aurélien Barraud. Toi-même, Rossella, tu as évoqué l'un des mouvements qui nous vient aussitôt à l'esprit, Fight for Future. Et la question qui se pose maintenant, on verra comment l'articuler avec nos invités, est la suivante. Que faire dans ce monde? Nous avons parlé de son état, de l'état du monde. Alors, que faire? Aurélien Barraud. Première question pour vous, Aurélien Barraud. Vous étiez en train de dire que comment vos enfants ont réagi. Ils étaient ahuris quand vous avez essayé d'expliquer quelle pourrait être une nouvelle organisation moins de la société que de notre vie, en faisant preuve d'un plus grand respect pour l'environnement. Et donc la question que je vous pose est la suivante, en passant de l'autre côté. Comment devons-nous agir? Quelle attitude de prendre? Quel comportement à adopter à un moment où nous voulons sortir de cette ontologisation de la contingence du monde actuel, c'est-à-dire sortir de cette cage mentale qui nous fait croire que l'actuel est la seule alternative et qu'il n'y a pas d'alternative, comme le disait un refrain qui nous renvoie à Madame Thatcher. Alors, que pouvons-nous faire? Comment agir? J'ai évoqué dans mon introduction un appel que vous avez signé. Alors, parlez-nous des suites de cet appel que vous avez signé. Est-ce que quelque chose a résulté de cet appel? Permettez une petite réaction. Vous dites que nous avons parlé de l'état du monde et qu'il est temps d'en venir aux solutions, mais je ne trouve pas que nous ayons parlé de l'état du monde.
Je peux le faire en quelques phrases, parce que je crois que beaucoup aujourd'hui pensent encore que la catastrophe est une crainte, et que comme toute crainte, elle pourrait relever du fantasme et par conséquent être évitée. Soyons bien clairs, ce n'est pas une crainte, c'est un bilan. Ça a déjà en grande partie eu lieu. Nous avons en quelques décennies éradiqué plus de la moitié des insectes. Nous avons éradiqué plus de la moitié des vertébrés, des mammifères sauvages, et nous avons en quelques siècles éradiqué plus de la moitié des forêts. Donc, c'est fait. Voilà. Et l'interrogation va-t-on pouvoir l'éviter n'a plus de sens, puisque déjà plus de la moitié des vivants sont morts, et les morts ne renaissent pas. Je parle là des animaux et des végétaux, animaux qui, stricto sensu, devraient inclure les hommes, mais si maintenant on se focalise sur l'espèce humaine, il est vrai que l'essentiel est devant nous, bien que les désastres du néocolonialisme et les premiers soubresauts de la catastrophe écologique soient d'ores et déjà à l'œuvre. Et en effet, lorsque l'ONU évoque dans quelques décennies entre 300 et 800 millions de réfugiés climatiques, il faut bien se rendre compte, parce que là, on parle dans cet environnement policé entre gens éduqués, mais on est en train de parler de la guerre. 500 millions de personnes qui se déportent, c'est la guerre. Ça ne se passe jamais dans la joie et la bonne humeur. Ça commence déjà au Bangladesh et on voit que la réaction de l'Inde, c'est d'ériger des murs. Nous ne dirons pas à ces gens, vous êtes bienvenus chez nous, on l'a vu avec la Syrie, vous multipliez ça par 100, il n'y a aucun espoir. Donc on est en train de dire tranquillement, là, depuis nos laboratoires ou depuis ce merveilleux endroit, eh bien nos enfants vont vivre la guerre. Et puisque je parle de 2050, ce n'est pas seulement nos enfants, c'est même nous-mêmes, nous serons en partie en tout cas vivants dans 30 ans. Donc on parle de choses extraordinairement graves et non spéculatives, de quasi-certitude pour le futur et de certitude pour le passé. Alors bien sûr, moi je ne dirais pas qu'il faut développer un nouveau respect à l'environnement. Finalement, tous les mots sont piégés. Vous voyez, ce mot environnement n'a plus de sens aujourd'hui. L'environnement, non, ce n'est pas ce qui est autour de nous, c'est Gaïa. Merci Bruno Latour. Ce n'est pas l'environnement, c'est le nom du réel qui a du sens pour nous. On doit sortir du piège des mots. Le président de la République française a écrit un livre qui se nomme « Révolution ». Écoutez, non, ce n'est pas possible d'écrire ça. On ne peut pas être le garant de la continuité à l'identique d'un système qui ne dévie en rien de l'origine et nommer ça « révolution ». C'est inacceptable. On ne peut pas dire que les écologistes sont garants de la décroissance ou adeptes de la décroissance. Ils ne le sont pas. Nous sommes pour la croissance de l'amour, pour la croissance de la créativité, pour la croissance de l'entraide, pour la croissance du partage, pour la croissance des théories de gravité quantique de Carlo Rovelli, pour la croissance des concepts philosophiques de Bruno Latour. Nous sommes pour la croissance. Nous souhaitons juste questionner cette part infime de l'activité humaine qui se trouve être dans la production d'objets matériels ayant des conséquences drastiques sur l'ensemble de la chaîne de la vie. Alors, j'ai déjà été trop long, donc je vais vous répondre en une phrase. Mais que faire maintenant? Ce n'est pas mettre le carton dans la poubelle verte. Je ne sais pas si elle est verte en Italie, en France, elle est verte. Bon, il faut le faire, bien sûr, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça la question, ce n'est pas le petit geste qui sauve. La question, c'est le réagencement systémique qui nous permet de poser les questions élémentaires de ce qui compte. Voilà. C'est pour ça que c'est un problème axiologique, c'est un problème de valeur. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau téléphonique qui diminue un peu le temps de latence et qui augmente le débit, ce qu'on appelle la 5G, au prix d'une surconsommation drastique, au prix d'une pollution extraordinaire engendrée par la production des terminaux mobiles? Ou est-ce que ce qui compte aujourd'hui, c'est d'endiguer la recrudescence de la famine, d'endiguer la disparition des espèces et d'endiguer la mort au-delà même des espèces, des individus, puisque toutes les populations d'animaux sauvages sont aujourd'hui en décroissance. Ce n'est pas un geste de générosité, ce n'est pas du tout un geste de générosité, ce n'est pas un geste d'ascétisme, c'est de définir ce qu'est la véritable jouissance. Je crois que c'est ça la question. Et ce qu'il faut faire, ça en découle directement. Grazie, molto interessante. Merci Aurélien, très intéressant. Je voudrais
maintenant poser la même question ou presque à M. Bruno Latour. Pas exactement, parce qu'à partir de la réponse d'Aurélien Barraud, j'ai appris que peut-être les notions doivent être davantage nuancées. Mais je me pose la question suivante. Peut-être à partir de ce que nous sommes en train de vivre, la pandémie, vous en avez parlé à l'instant, il existe une différence dans la modalité d'action, dans la manière d'agir, résultant du fait que nous vivons dans ce monde que nous sommes en train d'analyser, que vous avez qualifié d'anthropocène. Et y a-t-il une modalité différente dans notre manière d'être au monde, une différente forme d'appel à être dans ce monde avec nos actions? D'abord, je suis sur beaucoup de sujets tout à fait aligné, disons, sur les positions de mon ami Aurélien Barraud. C'est une façon peut-être d'aborder ce qu'il appelle avec raison axiologique, disons, une question de valeur. Pour la question que faire, moi je suis un peu en retrait parce que ce qui m'intéresse depuis maintenant une quarantaine d'années que je m'intéresse à ces questions d'écologie, c'est pourquoi la connaissance que nous en avons au fond depuis Kyoto, il y a presque 40 ans, ne rentre pas. Et pourquoi nous avons réagi, Aurélien et moi, à cette phrase assez étonnante du président de la République française, assimilant toute discussion sur la 5G à un recul en arrière. Comment ça se fait que ces thèmes, qui sont des thèmes qui organisent effectivement le temps, dans la direction temporelle, ont tellement de peine à basculer dans quelque chose qui est, au fond, spatial. Je veux dire par là que pour arriver à absorber ces nouvelles, qui sont toutes des nouvelles difficiles, la nouvelle de la 6e extinction, la nouvelle du réchauffement global, ce sont des nouvelles qui sont inassimilables. Inassimilables dans la définition du temps que nous avions jusqu'ici, disons, l'idée qu'on allait de l'avant. Et évidemment, ma réponse est entièrement orientée par le fait que nous sommes ici, à Rome, dans le palais de Paul III, à une époque qui finalement, à part la dimension, ressemblait un peu à la situation actuelle, avec les épidémies, avec les guerres, avec la division de l'Europe, avec les divisions religieuses. Et cette période, disons, qui va de ce qu'on appelait autrefois les grandes découvertes, jusqu'après la guerre de 30 ans, la fin du XVIIe siècle, a connu une époque de transformation équivalente à celle que nous vivons. Ce qui est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc pour moi, agir, c'est essayer de revenir en arrière dans le temps et aller en arrière dans pas simplement les valeurs, mais l'endroit où on est, la situation où on est. Et évidemment, à cette période, qui est la grande période, disons, de la découverte, ce qu'on appelle la révolution scientifique, l'invention de la physique, on a eu aussi associé une idée de temps. Le temps était orienté dans une direction. Et la question de l'espace, c'est-à-dire le lieu où on se trouve, a été un peu mise de côté. Alors que maintenant, c'est un retour de l'espace. Et c'est très intéressant pour moi que la pandémie, qui nous oblige à mettre des masques où on n'entend plus rien de ce qu'on dit, à garder notre distance, ce qu'on appelle curieusement sociale, à ne pas avoir de public, nous rappelle que finalement, le monde dans lequel on va être, une fois qu'on aura trouvé, jusque j'espère, une solution au Covid-19, sera un monde confiné, c'est-à-dire un monde à l'intérieur duquel les questions de limites, les questions d'attention aux limites vont devenir très importantes.
Donc ma solution n'est pas une solution. Moi, je suis philosophe, je ne suis pas un homme politique, même si, comme Aurélien, j'essaye d'intervenir dans la presse en protestant quand il le faut. C'est de dire, essayons de changer d'endroit, littéralement de changer de lieu, parce que le scepticisme, l'indécision, l'indifférence à la question et climatique et de biodiversité. Aurélien a raison de dire que s'il n'y avait pas la question climatique, la question de la biodiversité n'apparaîtrait pas. C'est la conjonction des deux qui est très importante. Et donc, il faut arriver à, au fond, se déplacer, changer de monde. La raison pour laquelle c'est important, c'est que ça nous est déjà arrivé. Entre le XVIe et la fin du XVIIe siècle, les Européens ont changé de monde. Ils étaient dans un monde, ils ont été transportés dans un autre. Donc on a un peu l'expérience de ça. Et ce palais, ces richesses accumulées, cette époque, là où nous nous trouvons, est le symbole et l'exemple même de ce changement de monde, la réinvention de l'Antiquité, etc. Donc pour moi, ça a un avantage, c'est que ça donne des moyens d'agir. Parce que sans ça, la catastrophe dans laquelle nous sommes, elle paralyse. Une fois qu'on a toutes ces nouvelles écrasantes, disons, on est écrasé. Alors que finalement, non, c'est une situation que nous avons connue une fois, nous avons changé de monde, on rechange le monde. Et ce monde a comme définition, de façon assez curieuse, confinement. Nous sommes confinés à l'intérieur d'un monde, on n'est pas dans l'infini de l'espace tel qu'il était imaginé entre le XVIe et le XVIIe siècle. Donc c'est l'action dont un philosophe, mais qui fait aussi des expositions, des livres, des conférences, spectacles, etc., est capable. C'est-à-dire de dire, attention les gars, on est effectivement dans un changement de monde, on a connu ça, on va peut-être y arriver à nouveau. Ecco, se posso solo... Si vous me le permettez, je voudrais réagir sur un point que j'aimerais traiter en faisant preuve d'un certain pessimisme par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur. Ce temps pandémique, l'espace du confinement, je résume à l'extrême vos propos, je prends cette liberté. Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas voir cela sous un angle pessimiste, l'attente d'un nouveau progrès qui pourrait se développer? On nous dit sans cesse que les mesures qui sont adoptées aujourd'hui, le confinement, le masque, etc., doivent être considérées comme étant nécessaires tant qu'on ne découvre un vaccin, tant qu'un vaccin ne sera trouvé. Puis, ce sont des thèmes qui sont toujours relayés, soulignés, démentis. Peut-être sommes-nous suspendus dans l'attente, non pas de changer notre position, notre espace, mais plutôt dans l'attente de pouvoir reprendre la conception du temps qui précédait, au fond, cet événement, le temps progressif. Le pessimisme est probablement la version la plus sûre, mais ça n'est pas le boulot des intellectuels, des philosophes. C'est d'essayer de saisir la crise en lui faisant tourner quelque chose. Dès le jour où nous avons été confinés en France le 13 mars, j'ai aussitôt pris ma plume pour dire essayons de nous saisir de ce confinement pour faire une expérience qui est justement de dire mais s'il y a une reprise, on reprendra quoi? Est-ce qu'on ne peut pas choisir qu'est-ce que nous voulons reprendre et ne pas reprendre? Et ça a suscité un certain écho parce que tout le monde s'est dit, bah oui, si on peut arrêter, c'est qu'on peut revenir en arrière. Et même si ça ne justifie aucune des règles sanitaires du gouvernement français ou du gouvernement italien, probablement les Italiens s'en débrouillent plutôt mieux, qui me déplaisent, mais là je ne suis pas du tout spécialiste. Ce n'est pas du tout sur le plan sanitaire, c'est de dire cette crise de confinement, il faut l'utiliser pour comprendre autre chose, qui sont les crises dont parlait Aurélien tout à l'heure. C'est une répétition générale, si vous voulez. On répète, c'est une préparation. Si on réagit
de façon aussi globale, aussi vite à la crise d'un virus. Ces virus, ils vont se multiplier de toute façon. Comment allons-nous réagir à la crise qui va être la grande crise, l'accumulation, disons, de crise, qui est déjà la grande crise, disons, de l'Anthropocène. Donc, il faut évidemment mesurer l'immensité de la situation et précisément pour ne pas encourager le pessimisme, qui est probable, hein, c'est de dire, par tous les moyens, intellectuels, moraux, religieux, philosophiques, artistiques, légaux et politiques, évidemment, comme les jeunes dont on parlait tout à l'heure mon collègue, utilisons la crise comme préparation. Donc il n'y aura pas de reprise. La reprise, c'est un mythe. Et qu'est-ce que ça veut dire de dire il n'y a pas de reprise? Ça veut dire on va reculer. On ne va pas décroître, comme le dit très justement Aurélien, mais on va reculer et se dire « Ah mais tiens, on pourrait faire ça autrement. Ah mais ça, on pourrait faire ça autrement. Ah mais ça, on pourrait faire ça autrement. Ah mais ça, on pourrait faire ça autrement. » Et c'est en ce sens que plus la crise du Covid dure, plus on est reconfiné, plus l'intensité de ce doute général sur les conditions économiques, les conditions anthropologiques, disons, sur lesquelles on vivait en Occident jusqu'au 13 mars, s'accentue. C'est là où il y a une version pessimiste, disons, et une version qui est de dire ce qui a été fait, on peut le défaire. Toute décision qui a été faite peut être défaite. Mais il faut apprendre à reculer, à prendre du recul, et pas du tout simplement à dire allons de l'avant, on va arriver à la reprise, on va trouver la solution et chut, on va repartir comme avant. On ne repartira pas comme avant. Grazie, merci. Merci. Carlo Rovelli, vous avez déjà répondu à la question concernant ce que vous pensez des mouvements des jeunes en faveur de la protection de l'environnement. Fridays for Future. Donc, je ne vous pose pas la question directe que je viens de poser, que faire, comment agir. Plutôt, je voudrais vous poser une autre question à partir de la lecture, de votre manière de raconter les découvertes scientifiques modernes, contemporaines. Ma question est la suivante. Dans le cadre de cette pandémie, mais en faisant abstraction également de la pandémie, est-ce que le scientifique a un rôle différent par rapport au passé? Il existe-t-il aujourd'hui, il est beaucoup question, les médecins, les épidémiologistes parlent beaucoup et peut-être les scientifiques de l'environnement parlent moins, mais dans notre métier de journaliste, nous leur demandons de nous faire part de leur avis. Y a-t-il une nouvelle urgence? Avons-nous besoin d'un nouveau scientifique pour orienter les nouvelles possibilités d'être dans ce monde et d'agir dans ce monde? Les scientifiques sont différents les uns des autres. Ils sont nombreux. Et dans le cadre du changement du rôle de chaque scientifique, chacun joue son rôle. Alors, que faire? Que faire est le titre d'un livre très célèbre dans ma génération. Ce livre, c'est un livre que beaucoup ont lu. Pour ceux qui n'appartiennent pas à ma génération, ce livre a été écrit par un monsieur qui s'appelait Lénine et il nous donnait une recette. Dans ma génération répondait à cette question d'une manière standard que je vous repropose. Que faire? Ceux qui savent parler, qu'ils parlent. Ceux qui savent écrire, qu'ils écrivent. Ceux qui vont dans la rue, qu'ils aillent dans la rue.
que les scientifiques fassent de la science utile, que les philosophes fassent de la philosophie utile. Ceux qui repensent le monde réfléchissent à comment repenser le monde. Ceux qui vont à vélo reprennent le vélo et pas l'avion. Bref, et je pense qu'il y a un problème global. Il y a un problème global auquel l'humanité est confrontée. Chacun réagit à sa manière. Bien sûr, les solutions techniques, parce qu'il faut des solutions techniques. Et ces solutions techniques appartiennent au monde scientifique. C'est le monde scientifique qui s'occupe de ces solutions. La connaissance incombe aux scientifiques. J'ai des collègues qui faisaient des mathématiques pures, des mathématiques quantiques, mon domaine spécifique, qui ont décidé du jour au lendemain de s'occuper de problèmes, des problèmes de l'environnement. Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien célèbre, consacre la plupart de son temps à l'engagement politique, compte tenu des problèmes réels. Donc, la question sur le scientifique qui joue un rôle spécifique ne trouve pas de réponse spécifique. La science est toujours, et nous en arrivons peut-être déjà au troisième sujet, la science, disais-je, est toujours un ensemble d'outils extrêmement performants pour améliorer ce que nous savons déjà faire pour mieux comprendre le monde. Et dans ce sens, la crise de la pandémie a souligné ce rôle de la science, y compris avec ses incertitudes et ses limites. En fin de compte, les scientifiques se sont posé la question de savoir ce qu'il fallait faire. Les scientifiques sont peut-être parfois capables de donner une réponse, mais le résultat positif de la pandémie, c'est que malgré les doutes, les incertitudes, le vaccin qui fait encore défaut, eh bien tout le monde a compris qu'il y a là un outil utile pour comprendre le monde, qu'il faut utiliser à fond, même avec ses limites et ses incertitudes. Néanmoins, ce n'est pas la science qui peut résoudre les problèmes. Les problèmes, eh bien, ce sont des problèmes surtout politiques, parce que quand bien même il y aurait des solutions, même s'il y a un monde possible meilleur que celui d'aujourd'hui, c'est la société qui décide, c'est la politique qui décide. À travers la politique, on peut changer les choses, on peut changer la situation. Donc, tout ce que nous faisons, les considérations philosophiques, les analyses techniques, la science, en mesurant les glaciers du pôle Nord, eh bien, en fin de compte, tout ceci converge sur des décisions politiques qui sont prises par les politiques. Et comme Aurélien le dit, ils ne sont pas contre nous. C'est nous qui les avons élus pratiquement dans tous les pays, même sous des dictatures. Les politiques sont là parce qu'il y a un consensus populaire. Donc, les politiques sont là au pouvoir parce que nous les avons votés, n'est-ce pas? Et donc, si ensemble, de manière collective, nous faisons en sorte que les gens qui font la politique se rendent compte et suivent et comprennent qu'il faut prendre de bonnes décisions et qu'ils prennent des bonnes décisions, c'est la solution possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Du point de vue politique, du point de vue éthique, du point de vue sociétal, cela signifie remplacer la politique qui dit je fais l'intérêt de mon groupe, de mon pays, de ma nation, la nation à moi. On doit remplacer à ça une perspective plus vaste qui fait une large place à la perspective commune. La crise grave d'aujourd'hui est une crise commune, mais cette crise peut être affrontée, abordée de manière efficace si nous remplaçons l'intérêt particulier par l'intérêt commun. C'est ça. Mais je ne vois pas tellement ça dans la politique. Moi, je voudrais que tout le monde vote pour ceux qui disent qu'il faut partager un intérêt commun de l'humanité. Par exemple,
L'Inde, le Bangladesh ont un problème. C'est un problème commun. Ce n'est pas un problème de l'Inde contre le Bangladesh ou du Bangladesh contre l'Inde. Les riches, les pauvres, c'est un problème commun, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Il y a les pays nantis, il y a les pays démunis. Alors, tant que nous restons dans cette logique qui est encore la logique dominante, qui consiste à dire on s'en fiche de tout. L'essentiel, c'est que à la fin du mois prochain, je puisse avoir quelques sous de plus dans la poche. Bon, tant que ça continue comme ça, eh bien, le monde ira contre un mur. Ricardo. Nous pouvons rester sur ce sujet, le rapport à la science, le rapport à la politique. Carlo, rapidement, il faut avancer. Il y a encore des questions à poser. Donatella Di Cesare, qui aurait dû participer à notre rencontre, qui a eu malheureusement un problème. Elle a écrit un livre, Virus souverain, sur la pandémie. À un moment donné, Donatella se pose une question sur la science et la politique. Elle dit, est-ce que la science pourra nous sauver? Elle dit peut-être. Rovelli, vous avez dit la science n'est pas l'endroit des solutions. Ceux qui sont déçus parce qu'il n'y a pas de certitude ont déjà reçu la réponse. Donatella Di Cesare nous dit « Je suis inquiète parce que la politique disparaît derrière une sorte d'abdication à la science. Pensez-vous que c'est vraiment un danger ou une fiction, une fausse abdication ou peut-être une incapacité de la politique à dialoguer avec la science? Est-ce que c'est un problème pour vous, ça, cette relation entre la politique et la science? Au cours de la pandémie, la relation politique-science a subi des secousses, des chocs assez importants. Eh bien, d'une part, malgré les critiques adressées à la science, tous les gouvernements ont dit qu'il faut suivre l'avis des scientifiques, y compris les gouvernements qui ont été accusés de ne pas le faire et qui ne l'ont pas fait peut-être. Maintenant, Trump est accusé de ne pas avoir suivi l'avis des scientifiques. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, Anthony Fauci siège dans un comité de scientifiques. Donc, on a dit il faut suivre la science. La population tout entière s'est tournée vers la science. C'était une sorte d'idylle, n'est-ce pas? La compétence est entrée dans le débat, s'est invitée dans le débat télévisé. Oui, mais il y avait un bug dès le début, il y avait un problème, parce que c'est un problème complexe que de gérer la pandémie. Eh bien, la science nous dit ce que nous savons déjà. Il y a des choses que nous savons déjà. Et il faut tenir compte de ça, quitte à faire des erreurs gravissimes, comme les erreurs commises par certains pays. Donc, il faut écouter la science. Mais les décisions ne sont pas des décisions techniques ou scientifiques. Ce sont des décisions politiques. Permettez-moi d'être brutal. Personne n'a le courage de le dire ouvertement. Mais le problème concret, et je ne voudrais pas être à la place, le problème atroce qu'affrontent tous les gouvernements est le suivant, ou le dilemme. Est-ce que je préfère avoir 50 000 décès ou est-ce que je préfère avoir des gens qui n'arrivent pas à leur fin de mois, donc des gens qui meurent de faim, qui n'arrivent pas à leur fin de mois. Donc le choix, le dilemme. Et puis on s'insulte, hein, on dit il faut prendre cette mesure ou l'autre. Mais enfin c'est ça, c'est ce dilemme-là qui est devant nous. Qu'est-ce que la science peut dire? Qu'est-ce que l'astrophysicien peut dire? Qu'est-ce que le virologue peut dire face à cela? Ils peuvent s'exprimer en tant qu'être humain, en tant que citoyen, évidemment. Mais la décision, clairement, est politique. On pourrait dire on ne peut pas faire mourir de faim les gens. Un autre dira non, la valeur de la vie est primordiale. Il faut éviter les décès. Et la science n'a rien à voir avec ça. Donc très souvent, les gouvernements, je pense, se sont cachés derrière la science en disant bon, les scientifiques disent
qu'il faut fermer les restaurants à 22 heures et non pas à 21 heures. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que la science peut dire, ça, c'est ce qui se passe. S'il y a cette mesure qui est adoptée, on peut orienter la situation, etc. Donc, mais le choix important à caractère politique ne sont pas des choix scientifiques. Ce sont plutôt des choix à caractère politique. Bon, vous avez évoqué ce que Aurélien Barraud a écrit. Il faut se rappeler lorsque nous choisissons nos représentants, tout ça. Monsieur Latour, pendant cette pandémie, on s'est posé la question de savoir quelle est notre relation à la science. La science ne peut pas nous donner des réponses certaines. La science nous dit ce que nous connaissons maintenant. Il est important de savoir ce que nous ne connaissons pas encore. Dans votre livre, vous écrivez à un moment donné, les scientifiques, non pas à propos de la pandémie, parce que évidemment c'était avant, ils sont tombés dans un piège dans le débat public, dans le dialogue avec les autres. Et vous citez une phrase que tous les scientifiques ont imaginée. Si on pouvait s'exprimer vraiment en termes scientifiques quand on parle avec les autres. Alors, les scientifiques, comment peuvent-ils être plus crédibles dans leur communication? On a parlé de work in progress, d'incertitude, de ce que les scientifiques savent et de ce qu'ils ne savent pas encore. Madame, il y a très longtemps que je ne parle plus de la science. Il y a des pratiques expérimentales, il y a des pratiques théoriques plus ou moins bien financées, il y a des relations entre les scientifiques par discipline, sous-discipline, sous-sous-discipline. Je crois que, ayant beaucoup travaillé sur la pratique scientifique, ayant travaillé assez longtemps sur Pasteur, je crois qu'on ne peut pas du tout utiliser la période actuelle pour généraliser sur la science et la politique. D'ailleurs, du point de vue historique, le chaos qui entoure ces questions de la pandémie dans les sciences médicales actuelles, épidémiologie, clinique, recherche clinique, etc., sont très classiques. Un historien de la bactériologie au XIXe siècle comprendrait très bien ce qui se passe en ce moment. L'échelle est beaucoup plus vaste, évidemment, mais pas ce mélange d'incertitudes, de disputes, de manifestations, de réglementations et cette espèce de lien toujours très compliqué entre les avis qui sont donnés par les experts et les avis qui sont relayés, exagérés par les politiques. Souvent, les politiques se cachent derrière les scientifiques et inversement. Donc, je crois que de ce point de vue-là, la pandémie actuelle est finalement assez classique. Et je ne sais pas ce qu'en pensent mes deux collègues, mais je trouve quand même que, au fond, des arguments que nous faisions, nous, dans notre discipline d'histoire et de sociologie des sciences avant, qui paraissaient très peu crédibles sur le fait que la science et la société, c'est un peu deux fois la même chose, sont devenus beaucoup plus crédibles. Au fond, comme l'a dit très bien mon collègue, plus personne n'attend une certitude absolue des médecins, épidémiologistes et cliniciens, mais au fond, on s'aperçoit que si on a les bonnes statistiques, s'il y a des bons écarts dans les données, s'il n'y a pas trop de financement un peu bizarre des laboratoires, etc., si on maintient une société à peu près décente, en particulier des médias et des journalistes, etc., eh bien, les scientifiques qui sont concernés par la pandémie sont capables de produire des données suffisamment objectives, révisables. Donc, il y a une espèce, je pense, d'éducation globale, alors pour le coup vraiment globale, sur ce mélange de confiance et de défiance que l'on peut accorder à des sciences qui, contrairement à celles du climat, qui sont fondées sur de tout autre instrument, les satellites, les modèles, les captures de données,
sont des sciences qui nous concernent tous, puisqu'elles sont aussitôt relayées par les politiques. Mais au temps de Pasteur, un des grands pastoriens, qui s'appelait Chamberlain, était à la fois le matin au laboratoire de Pasteur et le soir au Sénat. Et il votait et poussait beaucoup les lois, les grandes lois sur l'hygiène. Donc le lien entre science et politique est classique. À mon sens, dans le cadre actuel, le lien entre la science et la société s'est plutôt amélioré, je dirais. Ecco, beh, questa insomma è una visione che ci... C'est une vision qui nous encourage, qui nous soulage, parce que par contre, nous voyons qu'il y a une difficulté chez le public et chez les gens de croire que l'incertitude de la science puisse nous fournir des réponses de confiance. Monsieur Barrot, je voudrais ajouter un autre aspect à ce raisonnement, la relation aux citoyens, la relation à la politique, mais également la relation entre les différentes disciplines dans le monde culturel, l'art, la littérature, la science. Eh bien, vous, Monsieur Barrot, vous êtes un scientifique, certes, mais vous êtes également très actif et engagé à travers l'appel que vous avez lancé. Vous dialoguez avec tout le monde, n'est-ce pas? Vous cherchez de faire un dialogue public pour rassembler des disciplines différentes. Que se passe-t-il? Quelle est votre position dans ce dialogue élargi? Est-ce que vous rencontrez des difficultés là-dedans ou pouvons-nous vraiment être confiants dans le fait que la science sort de l'enceinte de la spécialisation dans laquelle elle a été longtemps renfermée? Oui, je vous remercie de votre question. Je suis très content de ce que Carlo Rovelli et Bruno Latour viennent de dire. Très heureusement surpris, non pas au sens où je m'attendais à des choses décevantes de leur part, tout au contraire et systématiquement. Mais c'est très rassurant parce que je constate parfois, même chez les écologistes, même chez les gens les mieux intentionnés, quand même cette pensée magique en une toute-puissance de la science qui, si elle était aux commandes d'une manière ou d'une autre, devrait pouvoir résoudre tous nos problèmes, à commencer par ce méta-problème, cette crise incommensurable aux autres que nous traversons. Ce n'est pas le cas, bien sûr, pour les raisons que mes amis ont rappelées et que je ne vais donc pas décrire à nouveau. Mais il n'y a pas, on le sait depuis Hume, hein, n'est-ce pas, de passage mécaniquement possible du descriptif au normatif. Et si la science a un rôle descriptif, la problématique aujourd'hui est plutôt du côté de l'érection d'un nouveau modèle normatif. C'est ça qui se pose à nous. Bien sûr que la science joue un rôle important, même si la science, comme le rappelle Bruno Latour, c'est très mal défini, mais on voit à peu près de quoi on parle avec des nuances considérables. Oui, la science nous rappelle que la vie est en train de s'effondrer. C'est tout à fait évident que le réchauffement climatique est réel, que les incendies s'emballent et contribuent à des boucles de rétroaction positives, que les conditions d'habitabilité de la planète sont menacées, qu'une croissance exponentielle, eh bien, dans mon domaine en physique, on appelle ça une instabilité. Et une instabilité, ça veut dire que le système va cracher. D'ailleurs, on sait très bien combien de temps il va cracher, puisque c'est quelquefois typiquement le temps de doublement, c'est-à-dire quelquefois 40 ans. Donc, vous voyez que l'analyse physique élémentaire est en accord avec l'analyse écologique, qui est en accord avec l'analyse climatique, qui est en accord avec l'analyse sociologique. Finalement, la science nous montre, par exemple, qu'il n'y a pas d'épuration chimique du CO2 et que, par conséquent, ce qui est émis aujourd'hui est définitif aux échelles de temps pertinentes pour l'humanité, etc. Donc, incontestablement, la science joue un rôle fondamental dans la description du phénomène. Mais j'insiste une dernière fois, comme mes collègues, sur le fait qu'il ne faut plus qualifier d'anti-science les partisans de l'immobilisme. Ce ne sont pas des anti-sciences, ce sont des salauds. C'est complètement différent. Ce n'est pas la même problématique. Ce sont des gens qui vous disent « je préfère mon confort à la vie de mes enfants ». Un confort d'ailleurs défini de façon extraordinairement partielle et extraordinairement atrophiée. Ce n'est pas du tout anti-science, ça. C'est simplement un problème de valeur, d'éthique, de vision,
et même un peu de cohérence quand même, parce que peu de gens souhaitent le suicide de façon explicite. Vous savez, c'est un peu comme les dictatures. Les dictatures, ça marche très bien. À l'échelle de l'histoire, on a eu beaucoup de dictatures qui ont été plutôt plus pérennes que les démocraties. Pourtant, on ne les aime pas. Mais les dictatures sont possibles. Ce n'est pas anti-science, une dictature. Ça marche très bien, une dictature. C'est très efficace du point de vue de la manière de gérer la population. Donc, il faut vraiment déplacer le problème maintenant vers ce que l'on veut et non pas simplement vers la description de ce qui est parfaitement connu de tous ceux qui font preuve d'un peu d'honnêteté depuis des décennies. Alors, ce que vous évoquez, le rassemblement des disciplines, moi, je ne sais pas quoi en dire. Je ne suis pas très adepte d'un syncrétisme un peu artificiel comme ça, qui ne marche pas. Et c'est beau aussi de laisser une sorte de diffraction des modes d'agir, des rapports au réel, des manières de lutter. On pourrait parler d'une sorte de fractalisation comme ça. Certains parlent de créolisation. Je crois que c'est important qu'il y ait aussi des îlots de résistance ou d'exploration, voire de recul au sens de Bruno Latour, qui n'ont pas forcément besoin d'homogénéiser, me semble-t-il. On pourrait se faire un peu l'apôtre. Je disais l'autre jour en plaisantant, il y a les ZAD, les zones à défendre. On pourrait créer les AMAD, les absences de monde à défendre. Parce que le concept de monde est un peu violent, finalement. C'est une sorte, mundus en latin comme cosmos en grec, c'est l'idée quand même d'une totalisation presque transcendantale qui crée un commun parfois intenable. Peut-être qu'il faut diffracter un peu tout ça et apprendre à vivre hors de ce monde-là, ce qui ne veut pas dire hors du réel, naturellement, mais hors de ce fantasme de méta-unité. Donc, concrètement, laissons à chacun sa parole. Et moi, je crois que des disciplines comme la poésie, par exemple, ont un rôle essentiel à jouer aujourd'hui. Parce que la poésie, bien sûr, ça ne veut pas dire s'allonger au bord de la rivière et regarder les roses qui flottent sur l'eau. C'est très agréable de faire ça. Ce n'est pas ça, la poésie. La poésie, c'est la précision. La poésie, c'est connaître parfaitement les règles de la syntaxe et pourtant s'autoriser à totalement réinventer la grammaire du réel à chaque phrase. Et ça, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, être poète aujourd'hui, c'est faire preuve. Vous savez, Hölderlin, le poète des poètes, disait la poésie, c'est le calcul. Vous savez de quoi il parlait quand même. Hein. Donc, de faire preuve aussi de ce calcul-là, qui est celui de Carlo Rovelli en gravité quantique, et qui est aussi celui, effectivement, de, je ne sais pas, de Jean Genet, qui propose une subversion tellement profonde qu'elle oblige un peu, comme ça, le décalage du réel. Donc, très bien. À la condition que ces liens ne soient pas des uniformisations forcées. Non siano creiamo legami perché non siano uniformizzazioni forzate. Nous pouvons aborder cette dernière partie. Nous avons un troisième et dernier volet, l'autre ou les autres. Alors, vu que l'heure tourne, je remercie bien sûr le public qui nous suit en streaming et nos invités. Je voudrais donc traiter ce thème en modifiant quelque peu l'approche que nous avons adoptée jusque-là. Je te donne la parole pour poser une question à Rovelli. Et finalement, vu les parallélismes, les parallèles qui ont fait surface entre la réflexion de Bruno Latour et d'Aurélien Barraud, je voudrais leur poser une question un peu générale. Vous m'en excuserez parce que je l'adresse à vous deux, mais j'espère que vous pourrez nous donner vos lumières. Jusque-là, nous avons parlé de la posture du scientifique, du politicien, du philosophe ou de l'individu. Maintenant, je me pose la question de savoir si nous ne pourrions pas concevoir le groupe d'individus, les masses, la société comme un ensemble dans ce nouveau monde que nous venons de décrire, dans l'Anthropocène, dans la rupture du temps, dans cette idée, Bruno Latour, de faire un pas en arrière, de reculer, changer d'espace plutôt que de temps. Comment interagir avec les autres? Les conceptions classiques du progrès voyaient les groupes d'individus comme
on les identifiait comme des masses qui se déplacent vers quelque chose. Alors, en ayant supprimé, éliminé cette conception, quelle est notre relation à l'autre? Qui sont les autres que nous avons autour de nous? À une époque de pandémie, nous sommes tous des îles. Je reviens au thème de notre dialogue, île en tant qu'isolé. Alors, ce temps est placé sous le signe du aucun homme n'est une île. Monsieur Latour d'abord et Aurélien Barraud tout de suite après. Merci. Je crois que j'ai pas de solution à la question que vous posez, mais je fais partie d'un consortium de jeunes chercheurs qui essayent de résoudre la question pratiquement et empiriquement en interrogeant et en travaillant avec des habitants de villages et de villes pour qu'ils définissent précisément leur territoire. Cette conversion spatiale que j'appelle dans un livre qui est d'ailleurs, je crois, traduit en italien, Où atterrir, c'est précisément que nous allions dans un espace qui n'est pas celui où nous vivons. Donc il faut atterrir. Et c'est très difficile d'atterrir pour chacun d'entre nous, puisqu'on ne sait pas trop quel est le territoire qui nous appartient, à l'intérieur duquel. Donc pour moi, un énorme travail est à faire. Les Français le connaissent, ce travail, parce qu'au moment de la Révolution française, au début de la Révolution française, il y a eu un épisode important qui s'appelle l'épisode des cahiers de doléances, qui est un épisode très intéressant de description de territoire et des attaques qui sont faites au territoire. Aurélien Barraud a parlé de guerre tout à l'heure, il a tout à fait raison. En fait, on est en guerre. C'est une guerre multiforme, mais dont les camps ne sont pas connus. Donc, le premier travail, c'est de laisser les gens s'exprimer, comme on l'a fait pendant la période révolutionnaire, les 6 premiers mois de l'année 89, et d'être capable de rédiger leurs doléances. Et ces doléances ne sont pas des plaintes, ce sont des descriptions de territoire. Dans mon territoire, il y a ci, il y a ça ne marche pas, ça va, ça ne marche pas. Voilà ce qu'il faut changer. Tant qu'on n'aura pas fait ce travail, on ne saura pas où atterrir. Donc l'atterrissage, c'est une opération compliquée pour des gens qui s'en allaient dans un autre monde, exige une procédure de description de territoire. Aurélien Barraud. Oui, c'est une question immense à laquelle je n'ai aucune réponse savante ni convaincante. Ça me fait penser, vous savez, à cette réaction qu'on peut avoir face à une fourmilière, où on se dit finalement, et les entomologues se sont posés cette question depuis très longtemps, qu'est-ce que l'individu d'une fourmilière? Est-ce que c'est la fourmi ou est-ce que c'est la fourmilière en tant que telle? Et l'individu, c'est un peu l'atome du côté de la sociologie, et quelque chose qui est en grande partie construit, là encore, et qui mérite d'être replacé au cœur d'un, peut-être pas d'un débat, mais oui, enfin voilà, de ce cahier de doléances que vient d'exprimer Bruno Latour, parce que nous ne sommes pas un variant d'échelle, pour le dire dans le langage du physicien, et suivant le prisme qui est choisi, la structure même de l'individu est totalement remise en cause. Moi, je crois de façon un peu naïve que le défi aujourd'hui, c'est peut-être de penser un rapport à l'autre qui s'extrait de cette espèce d'ontologie de la prédation. Voilà. Vous savez, ce n'est pas inhérent au vivant. Ce n'est pas vrai. L'époque précambrienne, par exemple, était vraisemblablement une époque où la vie a connu quelques milliards d'années, peut-être, relativement dépourvues de prédation. Alors, je ne souhaite pas revenir aussi loin dans le passé, ça ferait quand même un saut un peu gigantesque, mais c'est intéressant de se demander quelles sont les origines de ce qui nous paraît comme des évidences et qui relèvent là encore en réalité, pas forcément de construction, mais de bifurcation qui auraient pu être autres. Donc concrètement et pratiquement, moi je n'ai pas d'élucubration théorique sur le sujet, je crois simplement que nous sommes en situation d'inventer de nouvelles alliances. Voilà. Et ça, je trouve ça assez beau finalement, parce que parfois, ceux qui ne se seraient jamais rencontrés sont amenés à faire communauté de destin, parce que face à un défi immense, pendant quelques décennies,
ils ont à la fois un intérêt commun, une vision qui se frôle, une compétence qui se complète, et je le vis ça dans mon corps, dans mon histoire. Je n'aurais jamais cru avoir des incointances fortes avec certaines pensées religieuses, par exemple, ce n'est pas exactement mon univers, dont je me rends compte qu'elles sont extraordinairement fécondes pour penser des concepts que je n'arrive pas auxquels je n'arrive pas à accéder avec mes chaînes historiques. Et je trouve ça assez réjouissant. Je demande à Carlo de m'excuser parce que je vais devoir partir. J'ai déjà dépassé l'accord que j'ai passé avec mes enfants. Donc, je file et je vous remercie infiniment pour cette invitation. Et je m'excuse aussi auprès de Bruno, bien sûr. Grazie, grazie Aurélien Barraud che saluto. Merci Aurélien Barraud, un immense merci d'avoir été avec nous. Carlo Rovelli, une dernière question avant de nous séparer après ce long échange. À partir d'un point que vous écrivez dans Ergoland sur les fondements de la mécanique quantique, et vous nous offrez la possibilité à l'homme de la rue d'entrer dans ces thèmes. À un moment donné, en parlant de la mécanique quantique, sans entrer dans les détails, vous évoquez les relations entre les hommes. Vous évoquez la communauté pour dire, en parlant de la collaboration comme étant plus efficace que la compétition, vous dites, cela ne suffit pas d'être des rebelles, le moi rebelle de l'adolescence qui voulait changer le monde. Vous-même, vous avez essayé de comprendre et de changer le monde. C'est là le thème que nous sommes auquel nous sommes confrontés. Comment, par le biais de cette épidémie, nous pouvons nous entraider pour penser à une nouvelle manière de communiquer. Ce n'est pas un moi qui se protège, si rebelle soit-il. Merci de cette question. C'est bien sûr une discussion générale, théorique. Et alors, permettez-moi de conclure avec des considérations très générales. Mais ces considérations sont à mes yeux centrales. Sur cette question et sur le thème de notre dialogue, aucun homme n'est une île. Ergoland, mon livre, parle de la mécanique quantique, mais ce que la mécanique quantique nous apprend est quelque chose de très général. La mécanique quantique est la plus grande révolution de l'humanité et on peut l'envisager sous différents prismes. Je crois surtout que cela nous apprend que nous ne devons pas penser à la nature. C'est moins efficace de penser à la nature comme étant une nature faite d'objets, de choses, d'individus qui ont des propriétés et qui entrent en relation entre eux grâce à ces propriétés. Cela ne fonctionne pas en physique. En physique élémentaire, en physique fondamentale, où au fond, nous nous attendions à ce que cette manière de penser pouvait bien fonctionner à ce niveau-là. La manière la plus efficace pour envisager le monde jusqu'à la physique élémentaire, c'est l'inverse. Il faut partir des relations, partir de la manière dont les choses sont en relation les unes avec les autres, et les individus sont générés par ces relations, et pas l'inverse. Alors je pense que ce n'est pas là une découverte extraordinaire. Le monde de la culture sait que ce sont les cultures qui tissent la réalité et pas les individus pris séparément. Je pense que découvrir ceci jusque dans la grammatique élémentaire physique des choses nous aide à accepter ce point de vue sur le monde. Et je pense que ce point de vue sur le monde est le plus efficace aujourd'hui, le meilleur aujourd'hui, et nous devons le défendre. Aucun homme n'est une île. Cela signifie comprendre, se rendre compte que, comme le disait Aurélien à l'instant, mon identité personnelle est faite de relations dans deux directions différentes. Non, tout d'abord parce que je suis
Je suis fait de toute une série de pièces liées les unes aux autres, échange d'amour, échange de pensée. Je suis fait de ces morceaux de réalité qui interagissent entre eux, mais surtout parce que mon identité est construite grâce aux relations aux autres. Et cela ne vaut pas seulement pour moi, cela vaut pour l'Italie comme l'Italie, pour la France, cela vaut pour l'Europe, pour l'Occident en tant que tel. Pour les habitants de Vérone, je suis née à Vérone. Si nous apprenons à nous penser, non pas comme étant des entités, non pas comme étant des groupes, des nations qui doivent se défendre des autres, qui doivent collaborer avec les autres pour en tirer profit, mais construite par ce réseau de relations. Je pense que nous entrons là dans une manière de penser qui nous aide beaucoup plus, qui nous permet de faire face à des crises majeures. Aucun homme n'est une île, mais aucun pays n'est une île, aucune ville n'est une île. L'humanité elle-même n'est pas une île. Voilà le point. L'humanité vit de ce réseau de relations avec Gaïa dont parle Bruno Latour. Nous sommes un nœud dans cet ensemble. Nous avons la capacité de choisir, car cela fait partie de nous, de ce que nous sommes. Et nous avons la capacité d'influer, d'avoir une influence dans ce jeu. Et nous avons, et je conclus, quelle est mon identité? Je suis né à Vérone, je suis véronais. Je suis italien, je suis français, j'ai travaillé longtemps à Marseille, je suis européen, mais je me trouve au Canada, je me sens américain, j'ai vécu au Canada, je suis mordu de mon équipe de football. Chaque individu a des centaines d'identités différentes. Ça dépend de la tribu à laquelle nous appartenons, ça dépend des relations mentales, intellectuelles, les réseaux d'amitié. Eh bien, je dois vous interrompre. Oui, et ces identités multiples nous permettent peut-être de construire notre avenir. Merci à tous. Merci Bruno Latour, Aurélien Barraud, Carlo Rovelli. Merci à l'Institut français, à l'ambassade de France. Merci à ceux qui nous ont suivis jusque-là. Merci. Au revoir.